Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous et nouveau regard sur l'actualité ce matin entre avant-propos, commentaires et analyses. C'est la deuxième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine sur Watt FM et Tru TV. Un seul sujet enrôlé pour cette audience, eh bien le changement de cap gouvernemental avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, le président de la transition, qui endosse lui-même le costume de ministre de la Défense et des anciens combattants. Une information tombée dans la soirée de ce 12 septembre et que le collège des juges du tribunal de l'actualité passera au peigne fin au cours de cette émission. Ils sont là en effet, ils sont là les juges du tribunal de l'actualité, et plutôt 3 que 2 aujourd'hui, avec le retour de Inoussa Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour juge Vara et bonjour juge Bougma. Bonjour, président. Ici le juge, bonjour. Bonjour Inoussa, bonne arrivée. Merci. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, bonjour juge Vara, bonjour juge Ouedraogo, merci de nous retrouver. Bonjour président, bonjour madame, monsieur. Alors à nouveau bonjour à tous, je suis Serge Mathias Tomodi, président de ce tribunal dont l'audience s'ouvre à présent avec la séquence avant-propos. Fenêtre sur vos dialogues intérieurs, messieurs les juges, et on commence par vous, Inoussa Ouedraogo. Merci, président. Je voudrais rendre grâce à Dieu que nous soyons à nouveau ici au tribunal pour cette 7e saison. Moi, c'est la première. Je salue donc tous les auditeurs et tous les téléspectateurs. Dire que c'est un réel plaisir pour moi de les retrouver. Et c'est un réel plaisir également de retrouver en parfaite santé tous les juges, juge Va, juge Bougma. Et c'est surtout un honneur pour moi de retrouver le nouveau président qui a guidé mes premiers pas dans ce métier de journalisme. Je suis très heureux de partager le plateau avec vous et reconnaître ici devant les téléspectateurs et les auditeurs que vous avez été pour moi un maître qui a guidé donc mes premiers pas dans ce métier. Vous êtes un homme assez rigoureux, mais flexible aussi, et je retiens ça de vous. Et merci pour l'encadrement dont nous bénéficions de votre part. Et j'espère qu'à travers ce tribunal, nous continuerons donc de faire le travail pour lequel nous avons été formés et formation à laquelle vous avez participé. Et je souhaite donc une très bonne saison à tout le monde. Merci. Un avant-propos, dialogue intérieur en forme de cuisine intérieure. Juge Bougma, votre avant-propos du jour. En tout cas, un avant-propos entre l'élève et le maître. Oui, c'est ça. Voilà, mon avant-propos va, aujourd'hui c'est mardi, c'est aussi c'est aujourd'hui que notre frère et confrère Paul Mikuramba va rejoindre sa dernière demeure au cimetière de Gonguin. Donc, c'est pour lui exprimer toutes nos pensées spéciales et émues à sa famille biologique, mais également à la grande famille de la presse burkinabé. Parce qu'arraché à cet âge-là, à 42 ans, c'est la fleur de l'âge. C'est au moment où l'homme a commencé aussi à stabiliser pour entrer dans l'encadrement, après plusieurs années de pratique et aussi d'encadrement de responsabilité, mais il est monté en grade en termes de responsabilité pour davantage encadrer et puis manager sérieusement. Donc c'est arrivé. Donc ici c'est pour avoir une pensée affectueuse, pieuse pour lui et que son âme repose en paix. Voilà ce que j'avais comme avant-propos ce matin. Avant-propos toujours avec juge Vara. Oui, moi, mon avant-propos va concerner le Togo, qui, on le sait, comme au Burkina, fait face aussi à la pression terroriste. Là-bas, c'est, on ne va pas dire naissant, mais c'est pas dans les mêmes ampleurs que les nôtres, puisque c'est maintenant qu'ils commencent à se frotter à cette pression-là. Et il y a des organisations de la société civile qui ont commencé à faire un genre de diagnostic et faire des propositions, notamment aux autorités, leur demandant d'avoir des actes forts qui mettent tous les Togolais
ensemble et renforcent les liens pour pouvoir bouter hors de chez eux ce terrorisme-là. Il pose la question des prisonniers politiques qu'il y a dans le pays, prisonniers d'opinion qui pour eux doivent être libérés, les exilés qui doivent rentrer et le discours même qui doit changer pour qu'il y ait un message qui soit celui d'aller à l'unisson. Et là-dessus aussi, il parle des questions de gouvernance et il faut le diagnostic de ce que les plus exposés à rejoindre le camp des terroristes sont les marginalisés. Donc il y a une question de gouvernance donc à renforcer. Donc c'est très intéressant l'approche qui est la leur. On a l'impression aussi qu'ils ont beaucoup observé ce qui s'est passé à côté. Maintenant on attend de savoir quelle pourrait être la réaction des autorités, étant entendu que très souvent, et on se retrouve dans la même démarche que nous, d'abord les autorités qui pensent que ça vient de l'extérieur uniquement, qu'il n'y a pas outre mesure à s'inquiéter parce qu'on a la puissance de feu pour pouvoir les repousser, alors qu'on oublie que ce n'est pas une guerre classique et que ces messieurs-là, quand ils viennent, c'est de façon assez fourbe et puis de façon très très difficile à percevoir. C'est des avancées petit à petit et le temps que vous vous rendez compte, il y a des cellules dormantes jusque dans votre capitale, ils ont compté parmi leur nombre beaucoup de nationaux et vous vous retrouvez face à un phénomène qui a été endogénéisé. Donc c'est la réalité aussi togolaise. Aujourd'hui ils n'en sont pas là. On sait que la dernière attaque, ça date de juin dernier, c'était à l'extrême nord du pays, frontière avec le Burkina Faso, plus de 20 morts. Donc ils y sont de plein pied aujourd'hui. C'est une inquiétude forte pour ce pays-là, mais je pense, et ce sera mon dernier mot, c'est qu'il faudrait tirer les leçons des autres pays qui peut-être, avec quelques erreurs, se retrouvent pris au piège et dans une situation de pourrissement beaucoup plus forte. Mais parce qu'ils ont déjà subi les affres de l'angoisse du terrorisme, ils sont les plus à même de conseiller. Et c'est bon que nos chefs d'État se parlent sur ces questions-là. On a l'impression que ceux qui ne sont pas assez touchés trouvent que ceux qui sont dans des turpitudes profondes sont ceux qui ont eu un laisser-aller, n'ont pas su prendre le problème à bras le corps, n'ont pas une armée puissante, voilà. Alors que on continue de commettre les mêmes erreurs et on risque de revenir se retrouver dans une situation comme le Mali ou comme le Burkina Faso. Donc pour le Togo, on n'y est pas encore. Attention, attention, attention. Écoutez ce que disent les OSI, c'est un bon diagnostic qui est fait. Et puis revoyez la façon de percevoir la menace terroriste. Il faut revoir la façon de percevoir la menace terroriste et peut-être la réalité terroriste. Comme vous le savez ici au tribunal de l'actualité et pour nous autres qui jugeons chaque jour des événements qui rythment notre quotidien, les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Il en sera de même pour ce fait d'actualité, de l'actualité convoquée au rôle de cette nouvelle audience sur Watt FM et True TV. Le décret est tombé ce 12 septembre au soir. Le président d'Amiba monte un peu plus son filet et endosse le costume de ministre de la Défense. Le gouvernement du Burkina Faso est donc remanié en conséquence avec la nomination du colonel-major Silas Keita, bombardé général, au poste de ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des anciens combattants chargés de la Défense. Tout d'abord, comment réagissez-vous à ce changement, Inoussa Ouedraogo? Juge Ouedraogo. Pour moi, c'est une grosse surprise, je l'avoue. Surprise parce que ces derniers temps, quand même, si on s'en tient à ce que les autorités elles-mêmes disent, notre armée monte en puissance. Il y a des résultats sur le terrain et ce n'est que quelques individus, entre guillemets, mal intentionnés ou minoritaires, qui laissent croire que rien ne va sur le plan sécuritaire. Et dans ce contexte, donc, où on nous peint tout en blanc, où on nous dit que tout va bien... On n'a jamais tout peint en blanc non plus. Ouais. En tout cas, il y a quand même des zones grises que les autorités acceptent de reconnaître. Ils disent que tout n'est pas parfait, mais qu'il y a eu des avancées. Non, on ne peint pas tout en blanc. D'accord, je le concède. Donc, dans un contexte, en tout cas, où l'armée monte en puissance, il est assez surprenant qu'on débarque le ministre de la Défense. Soit on veut lui faire une autre promotion pour avoir bien gardé la barque, soit il y a quelque chose qui cloche. Sinon, en temps normal, on ne change pas une équipe qui gagne. Or, visiblement, si on s'en tient au bilan qui est fait,
l'équipe qui était conduite par Barthélemy Semporé était une équipe gagnante. Donc c'est assez surprenant que quelques jours après avoir fait le bilan des 5 mois, qu'on débarque le ministre de la Défense. Ça veut dire certainement qu'il y a soit des insuffisances de résultats, soit qu'il y a divergence dans la façon de conduire donc, la politique de défense du président Damiba. L'autre aspect aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est que Barthélemy Semporé est l'ancien ministre en charge de la défense de Roch-Marc Christian Kaboré. C'est le seul qu'on a gardé à bord parmi donc les anciens ministres du gouvernement. Après le coup d'État du 24 janvier. Voilà, c'est le seul qui a été gardé. Et donc, 9 mois après, on peut se dire que bon, il a fini sa mission qui était certainement de stabiliser ce qu'il avait déjà commencé, quoique cette option de garder le ministre de la Défense de celui qu'on a déchu du pouvoir parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas de résultats au plan sécuritaire était quand même incongrue. Mais dans tous les cas, on tire les leçons que quelques mois après, Semporé a été débarqué. Il n'a probablement pas été loyal vis-à-vis du président Kaboré. Et c'est certainement les fruits de ce qu'il a semé qu'il récolte aujourd'hui. Vous pensez la même chose, Bernard Bogma, qu'il récolte les fruits de ce qu'il a semé? Comment vous réagissez justement à ce changement de cap gouvernemental? Effectivement, ça a été une surprise pour moi également quand je regarde sur Facebook et puis on informe qu'il y a le SG du ministère, le secrétaire général du gouvernement qui est invité sur le plateau. Il y a un journal qui est retardé pratiquement de 30 minutes. Donc, naturellement, ça a créé de la surprise. Certains sont allés se demander jusqu'à ce que c'est pour annoncer une augmentation des salaires des fonctionnaires. Oui, mais puisque tout va bien. Oui. On nous a dit que tout va bien, sauf, même à Niamey, le chef de l'État l'a dit, c'est ceux qui ne sont pas de bonne foi qui disent, qui estiment que ça ne va pas. Qu'il y a des... Sinon ça va, l'armée monte en puissance et ce que nous voyons comme attaques terroristes, ce ne sont que des actions d'éclat que les terroristes font pour pouvoir prouver qu'ils existent. C'est ce qui nous a été servi lors du discours à la nation. Donc tout va bien, l'armée monte en puissance, et donc voilà, il n'y a rien à cirer, quoi. Ce qui fait que dans ces conditions, alors, le changement de dispositif répond à quel besoin? Alors, est-ce que c'est le général Semporé qui demande à partir, ou bien il y a un problème de vision, alors que les frictions entre ces messieurs-là ne datent pas d'aujourd'hui? À un moment donné, le général aurait été appelé à clarifier clairement sa position. Ça a été fait, on a même entendu qu'il a été limogé, après on dit que non, arrêté, après non, d'autres informations disent non, c'était pas une arrestation, mais c'était pour avoir une mise au point, une clarification qui a été demandée au général. Oui. Donc, est-ce que le général se sentait d'ailleurs encore à l'aise dans cette treillis, pour ne pas dire dans ses ringueuses? Parce que c'est difficile de voir. Vous avez été attaché en défense, vous revenez, vous conseillez le chef de l'État sur des questions de défense, vous avez contribué de façon pertinente à la rédaction de la politique nationale de la défense. Après, vous montez ministre délégué, après vous montez ministre plein, vous sortez à la télévision nous dire les premiers tirs qu'il n'y a rien, la situation est sous contrôle. Pour le moment, on ne sait pas de quoi est-ce que ça retourne. Et puis, paf, après, vous vous retrouvez bombardé ministre de la Défense dans une mutinerie menée par des officiers subalternes qui ont pris le pouvoir. Et quand à la télé, on a vu ceux qui sont venus ceux qui sont venus pour la déclaration, il y avait Vous parlez du 24 janvier, il y avait deux officiers supérieurs, c'était le lieutenant Damiba, le lieutenant-colonel Damiba qui est aujourd'hui président, et puis le lieutenant-colonel Tankwano. Le reste, c'était des capitaines. Donc, qui vous débarquent et qui vous prennent en général, en tant que général, pour devenir encore ministre. Donc, c'est l'image, c'est le visage de ce qui est donné de voir comme gêne.
c'est aussi l'image de ce qui est présenté comme trahison, comme traître. Et beaucoup l'ont dit, et même jusqu'à hier, hier nuit, vous regardez les commentaires, ça va dans ce sens. Donc, est-ce que ça m'accommodait avec ces deux tenues-là déjà? C'était pas simple. Et en même temps aussi, c'est aussi, quoi qu'il en soit, plus ou moins l'image aussi de l'échec de la réponse militaire du président Kaboré. Vous l'avez conseillé, vous avez été son ministre, vous avez rédigé des documents, le centre d'études stratégiques et tout, vous avez contribué conséquemment. Après, vous êtes monté au grade général. Pardon. Vous êtes passé à l'Assemblée nationale, faire le point sur sur l'évolution de la situation, le point de la situation. Il y a des armes qui sont commandées, les perspectives, et qu'il y a même, en termes de puissance de feu, nous avons les mêmes armes que les terroristes, et que les terroristes ne sont pas mieux équipés, mieux armés que nos forces de défense et de sécurité. Donc quand vous vous retrouvez qu'après on vous renverse et on dit que c'est parce que sur le plan sécurité, vous n'arrivez pas à donner la meilleure réponse, alors que vous faites partie de ceux qui gouvernaient, ceux qui pilotaient les manettes, que ce soit dans l'ombre ou officiellement, naturellement, on peut se poser la question aussi de votre efficacité. Donc, quand vous revenez, c'est pour apporter quelle plus-value que vous n'aviez pas apporté en conseil ni dans l'action. Donc déjà, il y avait cette question qui gênait. Vous estimez que cette plus-value n'est pas arrivée et que jusque-là... Donc, on se posait la question sur la pertinence de son retour dans ce gouvernement. Moi, je pose la question sur la question... Donc ce retour, sa présence dans ce gouvernement, pour vous, est incongrue. Et donc il paye aujourd'hui ce copinage avec les nouvelles autorités, selon vous? Oui, parce que si le plan vision, à un moment donné, naturellement, ça ne va pas marcher forcément. Vous allez dire que nous, on était dans cette tendance. Et oui, mais votre tendance n'a pas marché, maintenant on va aller comme ça. Alors, humainement, ça va être difficile que ça colle jusqu'à un certain temps. Ça va être difficile. Ça va être difficile, dit le juge Bougma. Et que dites-vous, juge Vara? Oui, quand on regarde, moi en son temps, je disais, c'était bien une délicate posture, celle dans laquelle se trouvait l'ancien ministre Semporé, devenu nouveau ministre du même portefeuille, alors qu'entre-temps, il avait eu un coup d'État. Et c'était un ministère clé qu'il avait, quand même, celui de la Défense. Et ce qu'il disait en son temps, et je rappelle les propos, si j'ai fait le choix de répondre à l'appel du MPSR ainsi qu'aux attentes de notre nation en péril, c'est bien en raison des fortes convictions qui m'animent en tant qu'officier. Donc ce qu'il a mis en avant pour accepter, c'est servir la nation. Donc, qui peut être fondu dans un devoir d'ingratitude parce qu'il y a une nation qui est au-dessus de celui-même qui m'a emmené et qui a fait confiance en moi, qui était Roch-Marc Christian Kaboré. En 2014 seulement, vous prenez le général Semporé, il était attaché de défense à Washington, à l'ambassade, en 2014. Il rentre en 2019, il rejoint la commission scientifique qui est le comité d'élaboration notamment de la politique de sécurité. 2019-2020. Et 2021, il est ministre délégué à la Défense. Parce que celui qui occupe le portefeuille plein, c'est le président lui-même, qui ne voulait pas de militaires dans un gouvernement. Tout à fait. Et avec la pression et au regard d'un certain nombre d'éléments, il cède quelque temps plus tard. C'était cette ouverture. Voilà, en octobre, pour en faire un ministre plein. Et tenez-vous bien, un mois, jour pour jour, après qu'il a été fait ministre plein, il y a eu le drame de Inata, qui est un élément fondamental dans la chute du président Roch Kaboré. Et lorsque les militaires ils arrivent, ils ont un discours. C'est le politique qui est coupable à 100% de ce qui nous est arrivé. Donc, y compris Roch Kaboré, sa suite, et même ceux de l'opposition, on met tout le monde dans le même panier. C'est vous, les politiques, là, qui êtes à la base de ce qui est arrivé. Quid de la responsabilité des militaires? Mais pour que le discours tienne, qu'est-ce qu'on fait? On maintient le seul militaire qu'on avait dans l'ancien dispositif. Et lui, avalant toute, je ne dirais pas le mot, il reste. Bon, il ajoute de l'eau au moulin à une thèse qui a été défendue par le MPSR dans les débuts. Mais vous savez, la réalité et la vérité finissent toujours par rattraper. Lui-même, dans son discours du dimanche dernier, discours politique plus que bilan, vous parlez du président, dimanche, voilà, du président de la transition. Il y a deux dimanches. C'était le 4 septembre. Voilà, le 4 septembre. Son discours plus que politique, écoutez, il nous fait la photographie des différents éléments du pays lorsqu'il vient le prendre. Mais lorsqu'il parle de l'armée,
il n'est pas tendre. Il parle d'une armée divisée. Et en début de propos. Et en début de propos. Qui était divisée, qui n'avait même plus la niaque de combattre. Mais cette armée-là, qui l'organisait en chef, n'était-ce pas Simporé? Le ministre de la Défense. Donc le politique était à 100% coupable de ce dans quoi nous étions, ne l'était pas tant que ça. Il y avait aussi une responsabilité de l'armée. Donc, il y a la vérité qui finit par vous rattraper. Et à un moment donné, quand il a fini de faire le service qui avait été demandé, il a ajouté de l'huile au moulin, de l'eau au moulin, il a fini de justifier le postulat qui a été posé. Il est remercié. C'est ça la réalité. Donc la réalité, c'est qu'il est remercié par rapport à tout ce que vous venez de développer. Inata, ce n'est pas que le président Rokaboré. Bien sûr. Donc, je veux dire que l'argumentaire du départ finit par vous rattraper et on est dans cela. Il décide de prendre lui-même à bras le corps la question de la défense. Mais en aura-t-il vraiment le temps parce qu'il est devenu plus politique que militaire? C'est la question que je me pose. Je parle du président Damiba. Le président Damiba est devenu plus politique que militaire. Dans tous les cas, c'est un remaniement à minima. Il n'y a que le ministre de la Défense donc, qui soit débarqué de ce gouvernement. À sa place vient donc un ministre délégué qui va épauler le président Damiba qui endosse le costume du ministre de la Défense. Est-ce donc là un changement de paradigme dans la gestion de l'action gouvernementale, puisqu'il y a bien eu des situations qui ont entraîné ce départ et c'est sans doute pour corriger ces situations-là où c'est différent, où ces éléments d'appréciation qu'il y a eu ce changement. Mais le chef de l'État ne s'expose-t-il pas lui aussi ainsi, ne s'expose-t-il pas davantage à cette obligation de résultat qu'on attend de lui depuis? Je ne pense pas qu'il y ait un changement de paradigme, parce que c'est des choses que nous avons déjà observées. Depuis Blaise Compaoré, quand il y a eu les mutineries de 2011, le président du Faso a enfilé le costume de ministre de la Défense. Et cela n'a pas empêché malheureusement que 2-3 ans après, il soit lui-même décagnoté par le peuple burkinabé. Cette situation est déjà arrivée auparavant, mais quand je parle de changement de paradigme, je parle du gouvernement qui est en place depuis quelques mois et qui maintenant doit se redéployer autrement, puisque le président prend le costume du ministre de la Défense, ce qui revenait à quelqu'un qui vient de sortir du gouvernement. Il portait pourtant le manteau de chef suprême des armées. Bien sûr. Je ne vois pas ce que ça change fondamentalement. Comme précédemment, même avec les présidents civils, ils ont été chefs suprêmes des armées. Quand on est chef suprême des armées, dans un pays en guerre, et qu'on est chef de l'État, et qu'on vient ensuite ajouter ministre de la Défense, c'est un ensemble qui, à mon avis, ne contribue pas à faciliter les choses. Le président Damiba n'a pas deux têtes. Et je dis que toutes les fois que ses prédécesseurs ont essayé cela, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, dites-vous. Vous pensez aussi que ça n'a pas marché et que cette fois-ci, ça ne marchera pas. Quels pourraient être les ressorts d'une réussite de cette formule finale? Bon, les ressorts, je ne sais pas, parce que c'est au président Damiba de dire clairement où il veut aller avec sa nouvelle formule. Oui, sa nouvelle formule. Parce que son discours diagnostique, il a très bien fait. Sauf que ce jour-là, il ne nous a pas donné la thérapie. Il a situé les responsabilités. D'ailleurs, qui rejoint un diagnostic que beaucoup d'hommes politiques avaient déjà fait, que ce soit le docteur Lassina Zerbo, lui-même son premier ministre, quand il est arrivé au niveau devant la LT, Albert Ouedraogo, c'est pareil. Donc c'est un diagnostic qui est déjà connu. Ce qui restait, c'est le bilan après les 5 mois promis. Ce qui restait, c'est de dire à partir de maintenant, nous avons amorcé tel virage avec. Là, on ne l'a pas vu. Donc, peut-être c'est dans l'action que nous allons voir venir ce qui va nous être proposé comme thérapie. D'où peut-être ces changements, parce qu'il y a un nouveau directeur au niveau du cabinet militaire. Donc, maintenant, où est-ce qu'il veut aller? Bon, on attend de voir. Voilà, là, on attend de voir. Mais je me rends compte qu'en tout cas, il a alourdi ses épaules davantage. Pour un chef de l'État qui est très pris, donc qui se fait appeler chef de l'État. Président du Faso, chef suprême des armées, président du MPSR, président du COST. C'est pas MPSR, c'est fini. Président du COST, parce que... Le COST, c'est le Conseil d'orientation et de suivi de la transition. Voilà, que lui-même il donne des orientations
aux membres du même aux poste. membres qui doivent orienter. Et donc, et en plus, il prend sur lui aussi le ministère de la Défense, c'est lourd. Alors qu'il a un ministre délégué qui lui rend compte et qui va requérir pour certains détails son avis. Alors qu'il peut être entre deux avions, il peut être une longue... Bon, je ne sais pas. Donc c'est très difficile de s'en accommoder. Mais c'est venu après les moments de friction où la crise de confiance s'agrandit. Ou quand on remarque, Blaise Compaoré l'a endossé après la mutinerie de 2011. C'était tendu. D'abord, il paraît que personne en voulait, qui pourrait faire l'unanimité auprès des troupes. Finalement, il a pris. Le président Kaboré, c'est pareil. Parce que lui, il avait dit d'ailleurs qu'il n'aimera pas des militaires, il a donné à des civils. À un moment donné, il a pris ça sur lui. Alors, est-ce que nous sommes encore à une autre crise de confiance, à telle enseigne qu'on n'a pas quelqu'un sur qui reposer vraiment et qu'on veut prendre pour pouvoir discuter d'égal à égal avec qui, sur quelles questions sensibles dont on ne peut parler qu'au ministre de la Défense, dont la seule personne à qui on peut faire confiance est soi-même. Oui. Dans notre armée, on n'a pas trouvé. Le président du COST n'a pas trouvé. Il faut que ce soit lui-même. Dans cette crise où il y a la réponse, comme on appelle ça, est très attendue sur plusieurs fronts. Donc c'est la question de l'efficacité. C'est cette crainte-là, effectivement, que nous posons. Sinon, il a deux dispositifs sur lesquels il s'appuie. Le chef d'état-major général des armées et le COTN. Le commandement de et hier d'ailleurs, à la lecture des décrets de nomination des généraux, bon, je m'attendais également à ce qu'on bombarde le chef d'état-major général des armées, général. Bon, ne serait-ce que général des brigades, mais c'est pas venu. Oui, on va voir ça. Qui ont été promus, alors que lui, il est là également en poste, il commande des hommes. Mais maintenant, là, on attend de voir où est-ce que ces nouveaux dispositifs-là vont nous amener. Alors, juge Vara, est-ce que vous pensez que pour être efficace, on aurait dû faire du ministre délégué simplement le ministre de la Défense afin de libérer un peu le chef de l'État du poids dont parle le juge Bougma, puisqu'il en a beaucoup déjà sur les épaules avec la situation nationale qui n'est pas simple. Donc aujourd'hui, c'est lourd à gérer tout ça et les exemples précédents n'ont pas été des réussites. Oui, mais c'est lourd à gérer parce qu'on s'est pris à son propre piège. Moi, je pense que l'espoir qui a été celui de la plupart des Burkinabés au début de la venue du MPSR, c'était le premier discours. Nous venons pour la restauration, étant entendu la question de l'entièreté du territoire national. Et c'était un militaire qui le disait. Quand vous voyez ça, vous dites, au regard de tout ce qu'on avait avant, en termes d'errance, en termes d'hésitation, en termes de tâtonnement en stratégie, peut-être que, voilà le spécialiste de la question sécuritaire qui lui-même va prendre à bras le corps la question sécuritaire, donc ça devrait aller. Donc, on s'attend à quoi? Qu'il soit sur le front sécuritaire. Mais aujourd'hui, à quoi on assiste? Voilà pourquoi je dis que c'est un président devenu plus politique. Dans une configuration telle, on aurait senti plutôt le président sur les questions militaires, mais avec un premier ministre qui soit fort sur les questions politiques, sur les autres questions de la nation. Mais le premier ministre est aussi effacé, puisque c'est le président qui est en avant sur toutes les questions. Maintenant, vous demandez, quand il prend le ministère de la Défense, ce qui est logique. Ce qui est logique au regard de la première déclaration. Voilà. Quand vous regardez la première déclaration, qu'il cumule le poste de ministre de la Défense, pour moi, ça n'est que logique. Mais entre-temps, il est devenu plus politique. Donc, on sait qu'il sera beaucoup plus surpris par d'autres choses. C'est là où ça pose problème. Sinon, regardez le cas malien. Comparaison n'est pas raison, mais ce n'est pas fou de faire des parallèles. Goïta s'occupe de ses affaires. Il y avait un ministre comme Choguel qui lui était sur les autres fronts. Voilà, qui était sur les autres fronts. Sur les questions militaires, Goïta, il était affairé à cela. Chez nous, c'est vraiment différent. C'est lui qui envoie les pics aux OSC, c'est lui qui envoie les pics aux partis politiques, c'est lui que vous voyez en avant-garde. Il y a un premier ministre qui est plutôt effacé. Et donc, quand c'est comme ça, c'est un peu plus compliqué. On aurait dû peut-être le sentir beaucoup plus sur cette question militaire. Ça va être même beaucoup plus logique aujourd'hui qu'on le voit prendre de façon pleine le ministère de la Défense, parce que c'est dans la logique du premier discours. Mais comme entre-temps,
il gère toutes les affaires, et il est en avant-garde sur toutes les affaires, on se dit, ça deviendra encore quelque chose de trop. Sinon, dans la logique, si on avait un Premier ministre qui gérait le reste, et qui était beaucoup plus en vue sur les autres questions, autres que militaires, on serait à l'aise. Aujourd'hui, regardez, rapidement, pour comprendre un peu ce dont je parle, les questions militaires, qui vient nous expliquer lorsqu'il y a des problèmes? C'est le porte-parole du gouvernement. Alors que les questions prégnantes sont celles sécuritaires. Lui, il devait nous entretenir sur les actions du gouvernement, sur autre chose. Il devait avoir un porte-parole pour ce qui est des questions sécuritaires. Ça fait que très souvent, même sur des chiffres, il y a des bagarres, sur des éléments, après il y a des contradictions, parce que lui, il attend qu'on lui fasse un point, il n'est pas dans la machine, et puis il vient, il dit. Donc, on est dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on trouverait que peut-être ça serait encore une charge de trop. Alors que dans la logique du premier discours, pour moi, ça n'est que naturel. Mais entre-temps, beaucoup de choses se sont passées. Alors, juge Vara dit que ça devait être naturel. C'était naturel que le président du Faso, même dès le début de ce coup d'État, endosse ce costume de ministre de la Défense pour coller à son discours et pour coller aussi à la situation dans laquelle se trouve le pays. Alors maintenant, comment on fait pour gérer cette situation? Il a évoqué le fait que le Premier ministre soit un peu en retrait et que justement, il faudrait que le Premier ministre prenne le lead sur un certain nombre de choses afin de libérer le président de la transition sur ces questions sécuritaires. Mais ça, c'est le président qui décide. Si vous avez un président qui veut être au four et au moulin, qui estime même que le poste de président ne le suffit pas et qu'il faut endosser en plus le poste de ministre de la Défense, ça veut dire que c'est lui qui a opté d'être omniprésent, d'être partout, de s'occuper de tout. Ça peut traduire un besoin d'avoir ici et maintenant beaucoup de résultats, mais ça peut traduire aussi le fait que il ne veut pas déléguer. Parce que le Premier ministre aussi est là pour ça, pour gérer les questions quotidiennes de politique, etc. Mais le président a décidé que lui-même, il va gérer ces questions-là. Et je pense que c'est trop pour les épaules du président Damiba, parce qu'il n'a pas deux têtes. Or, nous sommes en guerre, pleinement en guerre. Et je pense que ça nécessitait vraiment qu'on ait un ministre plein. Déjà qu'un ministre plein, c'est souvent difficile de régler ces questions de défense où les divisions, le président Damiba lui-même le reconnaît, au niveau de l'armée sont telles que pour recoller les morceaux, ce n'est pas toujours évident. Maintenant, si le président Damiba estime qu'il peut, tout en étant chef d'État, travailler à recoller les morceaux au niveau de l'armée, tout en faisant la guerre, on le souhaite bonne chance. Notre vœu, c'est qu'il puisse réussir. Mais évidemment, nous disons que c'est très difficile que le chef de l'État porte toutes ces casquettes-là, alors que nous avons des hommes valables au sein de notre armée. Nous avons des civils valables qui peuvent bien diriger le ministère de la Défense. Et donc, c'est incompréhensible que le président assume toutes ces responsabilités-là. Et dans tous les cas, le plus important, c'est de mettre vraiment notre armée sur le pied de guerre, de faire en sorte que la question sécuritaire qui a malheureusement dépeint sur tous les autres aspects de la vie nationale soit résolue rapidement, surtout que c'est déjà la rentrée, les élèves vont repartir à l'école et il faut aussi sécuriser les écoles, ce qui n'est pas évident, et nous souhaitons en tout cas tout le succès pour le nouveau ministre de la Défense. Alors, je reste avec vous, vous l'avez abordé précédemment. Quelle lecture finalement on fait de ce départ de Barthélémy Semporé? Est-ce qu'on parle de limogeage pour absence de résultats? On a vu d'échec de la politique de défense depuis le coup d'État du 24 janvier, ou alors on attend, ou alors c'est peut-être parce qu'il sera promis ou qu'il est promis à une nouvelle fonction plus stratégique dans le dispositif sécuritaire. Et alors, il y a un ministre délégué. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le fait, sur ce ministre délégué, Keïta, qui prend donc les rênes finalement de ce département, de ce portefeuille ministériel? Je ne pense pas que ce soit une volonté de promouvoir après le général Semporé que de le débarquer de cette façon-là. Pour moi, c'est une humiliation.
On ne fait pas, on renouvelle pas un gouvernement en enlevant le seul qu'on avait embarqué entre-temps dans l'ancien régime et en même temps celui qu'on estime avoir fait des résultats, puisque comme je le disais au début, en définitive, le président Damiba estime qu'il y a des résultats probants et que les choses s'améliorent de plus en plus. Donc c'est incongru que dans ce contexte-là, on débarque le ministre. La vraie raison, à mon avis, c'est que justement, il n'y a pratiquement pas des résultats probants. Parce que quand on fait la comparaison entre la situation du Burkina en janvier et sa situation en septembre, c'est que nous avons reculé du point de vue sécuritaire. Mais depuis plusieurs années, on change les ministres de la Défense, ils se succèdent, les résultats ne sont pas au rendez-vous. On change les chefs d'état-major, ça ne résout pas le problème. Les présidents ont déjà enfilé le costume de ministre de la Défense, ça n'a pas résolu le problème. Ça veut dire que le problème est ailleurs. Il n'est pas question... C'est quoi cet ailleurs, justement? C'est ailleurs où se trouve le problème. Cet ailleurs, c'est quoi? Et comment on n'arrive pas à le trouver, cet ailleurs-là, pour agir là-dessus? Le problème de fond, c'est qu'il s'agit de changer de véhicule. Parce que le véhicule, il est pourri. Quand vous parlez de changer de véhicule, vous faites allusion à quoi? Je fais allusion à la gouvernance de façon globale. C'est-à-dire que la vision politique qui sous-tend les actions militaires sont absentes. Du coup, il n'y a pratiquement pas de résultats. On passe le temps à changer des chauffeurs, croyant que c'est les chauffeurs qui ne sont pas suffisamment bons. Or, c'est le véhicule qui est complètement foutu. Donc, il s'agit de changer de véhicule. Changer de véhicule, c'est changer de paradigme. Changer de paradigme, c'est revoir de fond en comble la gouvernance de notre armée. Parce que nous avons une armée malade. Nous avons une armée qui ne fait plus de guerre. Nous avons une armée attentiste qui ne fait qu'apporter quelques éléments de réponse pour ne pas soi-même se laisser happer dans cette violence-là. Or, nous avons besoin d'une armée qui va au front, d'une armée convaincue, d'une armée qui a le moral. Or là, le président du Faso lui-même l'a dit, nous avons une armée divisée. Dans une armée divisée, il faut changer de paradigme. C'est ce que disait Roch-Marc Christian Kaboré quand il était aux affaires, sur le tard sans doute, et c'est ce qu'il avait voulu faire, on estime. On ne fait pas donc d'omelette sans casser des œufs, il faut changer de véhicule, dit Inoussa Ouedraogo. Juge Bougman, qu'est-ce que vous en pensez? À un moment donné, il faut sincèrement se poser la question de qu'est-ce qui ne va pas réellement. Est-ce que c'est réellement les hommes? Ben, c'est tout autre chose. Donc, dans notre contexte, poser un tel regard, une telle interrogation s'avère nécessaire. Cela s'avère nécessaire que toute l'euphorie qui a accompagné ce coup d'État, elle est retombée. Donc, les ardeurs, les lueurs d'espoir qui ont été lancées, quand ils ont lancé le compte Trésor pour la souscription, dès les premiers moments, les gens sont allés. Mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Je pense d'ailleurs qu'on devrait nous situer sur ce que ça donnait. Donc, j'ai dit toute cette euphorie est retombée parce qu'à l'application, on se rend compte que ce n'est pas forcément, le problème n'était pas forcément le président Kaboré, comme ils l'ont fait comprendre, ni seulement les hommes politiques, comme ils l'ont fait comprendre au début, après avoir humilié même les hommes politiques avant de les recevoir. Donc, le problème n'est pas forcément les hommes. Il est très profond. Donc, en même temps qu'on interroge la gouvernance, on interroge les hommes qui ont été choisis. Il y a aussi, comment on appelle ça, un certain nombre de choses également à voir clair là-dedans. Parce que la différence entre ceux qui sont ici aujourd'hui, qui gouvernent, et ceux qui sont venus à l'époque 83, la différence c'est que le véhicule était là et on savait déjà où on partait. Quand Thomas Sankara et ses camarades sont arrivés, ils savaient où ils partaient clairement. On peut ne pas partager les méthodes, la façon de faire, le verbe, tout ce qui a été déployé comme mécanisme pour atteindre l'objectif. On peut ne pas partager, mais au moins, il y a une boussole, il y a un chemin. Mais ici, non. Vous pensez qu'il n'y a pas de chemin? C'est pas moi qui pense, c'est des faits. Et le premier fait, je cite les personnalités qui ont été appelées à rédiger
comment on appelle ça, à déblayer le chemin par où on doit passer. Vous faites un coup d'État, vous renversez quelqu'un avec son équipe, vous sortez dire qu'il n'était plus à la hauteur des enjeux. Vous dites que ce sont des hommes politiques qui à 100% nous ont conduits dans ce décor. Mais en même temps, pour nous dire la nouvelle façon de faire, vous appelez des gens qui étaient extérieurs au coup d'État pour venir réfléchir à votre place, pour déposer la charte de la transition, la charte des valeurs, pour dire désormais allons ici. C'est les faits corroborent que par rapport à où on devait aller, donc ça n'a pas été pris en compte quand il préparait le coup d'État, ou ça n'a pas été mûri. On a l'impression que ça. Donc c'est après le coup d'État qu'on a commencé à chercher le chemin. Mais justement, c'est ce que je dis. Et la cession de faire. Et après ça, vous mettez maintenant en place un gouvernement dans lequel on a des gens qui sont nommés. Vous dites que on va changer la façon de faire, mais en même temps vous envoyez des personnalités dans ce gouvernement qui avaient été décriées, pour insuffisance de résultats, et vous nommez des gens DG à des postes qui avaient aussi été décriés pour des questions de malversation. Vous nommez des gens dans l'appareil judiciaire qui avaient été soupçonnés. Donc la réalité, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que réellement où on allait aller après le push avait été suffisamment réfléchi? Les faits disent que non. Alors rapidement, on va entendre Juge Vara sur cette question. Il faut changer de véhicule, il faut rebattre les cartes, changer finalement de paradigme, comme le disait Roch-Marc Christian Kaboré. On est en pleine construction, en pleine reconstruction. Comment on allie ce besoin profond ou ce besoin de changement profond à l'acuité des problèmes quotidiens qui assaillent le pays aujourd'hui sur le plan sécuritaire? Bon, je crois que ce qui fait la différence entre nos politiques entre eux et ce qui en fait de certains des hommes d'État qui durent dans le temps de parce qu'ils ont eu comme option et vision, c'est bien la petite différence qu'il y a entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ce qui a fait de Sankara ce qu'il était, c'est que ce qu'il disait n'était pas loin de ce qu'il faisait. Vous disiez tout à l'heure que Roch Kaboré a parlé de changer de paradigme. L'a-t-il fait? Il n'a pas eu le temps de le faire. Est-ce que c'est une question de temps? Peut-être qu'il s'y est pris trop tard. Au moment où il en parlait, c'était plus... Mais depuis son premier gouvernement, les questions essentielles, elles étaient trois. Sécurité, gouvernance, et puis dialogue social ou réconciliation. Tous les premiers ministres qu'il a eus se sont succédés. Sur ces trois questions, chacun a fait ses priorités, chacun a fait ses promesses, et en définitive, on a été loin des mots qui avaient été donnés. Il y a eu une dichotomie entre le discours et la réalité. Et aujourd'hui, c'est cela aussi. Si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, il faudrait que le discours que vous tenez là soit en adéquation avec les actes que vous posez. Il y a beaucoup de choses qui ont été critiquées pour ce qui est de la gouvernance de Roch Kaboré. Copinage, vous faites ce que vous voulez, puis il n'y a rien. Il y en a qui se servent dans la caisse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui ont fondamentalement changé? C'est la question qu'il faut se poser. Tout à l'heure, Bernard rappelait la question des nominations qui pose problème. Donc, quand vous voulez donner pour moi la réalité d'un changement, c'est dans du concret, c'est dans les petites choses. Ne pensons pas que c'est dans les gros discours qui après, donnent l'impression que bon, on va s'envoler. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est après, qu'est-ce que vous posez comme acte concret, petitement. Aujourd'hui, on finit de faire le discours de ce que les Burkinabés doivent être unis, doivent être ensemble, mais il y a des OSC qui, au nom du pouvoir en place, tabassent d'autres personnes, menacent ceux qui veulent organiser des points de presse ou quoi que ce soit, ne serait-ce que pour critiquer la façon dont les choses sont faites. Mais on a ceux au nom de qui on fait, qui sont taiseux et qui regardent. Est-ce que le discours, la posture est en adéquation avec ce qu'on est en train de voir? Il y a une dichotomie, il y a un problème. Et aujourd'hui, quand le président dit la question sécurité, c'est celle-là qui sera vraiment mise en avant et tout. Il faut reconnaître quelque chose à ce régime-là, quoi qu'on dise. C'est de tenter des choses. La réorganisation au niveau de l'armée, on en a vu beaucoup. Même avec les BVDP, le côté N, on a vu beaucoup de choses qui ont été tentées. Maintenant, c'est les résultats. La relocalisation ou le redéploiement du dispositif sécuritaire beaucoup de choses, de défense sur le terrain. Voilà, beaucoup de choses sont tentées.
Maintenant, peut-être que ça prendra du temps à venir, ça prendra du temps à se faire, mais il faut reconnaître que beaucoup de choses sont quand même tentées. Mais en attendant, il faut aussi que les Burkinabés se sentent unis derrière ce discours-là. Mais donc, il ne devrait pas avoir dans des faits des éléments qui viennent ajouter de la dissension, qui viennent ajouter des éléments de regard en chaîne faïence. Quand vous regardez aujourd'hui les acteurs de la scène politique, ils sont presque mis de côté. Et à chaque fois, quand il y a un discours, il y a une sortie du président Faso, il est rosse dans ses propos, et ça, il n'y va pas du dos de la cuillère. Alors que ce sont des éléments importants. Après, quand vous allez organiser des élections, c'est bien ceux-là qui viendront. Et puis en même temps, il y a aussi une bonne partie de cette classe politique, lorsque vous dites en même temps que c'est eux tous qui sont la cause de nos problèmes, il y en a qui donnent l'impression d'être beaucoup plus à l'aise et à vouloir même, à travers quelquefois certaines plaintes déposées, nous démontrer qu'on est revenu à une autre ère. Parce on donne l'impression d'être vraiment plus à l'aise que les autres. Et quand c'est comme ça, on voit un genre de proximité et tout ça. Donc il y a beaucoup d'éléments comme ça qui ne les rassurent pas aujourd'hui les Burkinabés. Je pense que ce sont ces petites choses-là qui font qu'à la fin, on a un genre de portrait de ce qu'ils sont et qui n'est pas forcément agréable pour beaucoup de Burkinabés. C'est dans les petites choses qu'on change. Sankara n'est pas venu faire de l'extraordinaire. Seulement, c'est que ce qu'il a dit, il l'a fait. Il a voulu, sur la question de la femme, faire un certain nombre d'éléments. Il l'a prouvé en posant un certain nombre d'actes. Sur la question de la bonne gouvernance, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui ont tenté de le salir, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Aujourd'hui, tirer un petit boulet, vous voyez que c'est ces trois pieds qui sont en train de bouger parce qu'eux tous sont liés à l'affaire. Ils préfèrent la terre. C'est ça la réalité dans laquelle nous sommes. Et puis il y a une question que vous posiez, à laquelle je vais réagir rapidement. Vous demandiez tout à l'heure à Inoussa, concernant le remaniement, est-ce que c'est pas un désaveu pour le ministre qui a été... C'est un limogeage ou un désaveu, un aveu d'échec ou alors... Mais président, il n'y a pas 46 façons d'appeler ça. C'est un limogeage, c'est un désaveu. Si c'était une réorientation, on a une bonne partie du gouvernement qui est remplacé parce qu'on a un nouveau cap, il y a une vision structurelle nouvelle dans laquelle on est. Donc ça va forcément, non seulement, ça ne va pas avec un jeu de chaises musicales, ça va avec des choix nouveaux. Mais ici, de toute la classe, il y a un élève qu'on a renvoyé. Vous vouliez qu'on ne prenne pas ça comme une mesure punitive? Donc vous pensez que c'est un limogeage, d'autant que cette réorientation intervient au lendemain de la visite le 11 septembre dernier du président Paul-Henri Damiba. C'était au Niger. Le général Hermé Barthélemy Semporé était d'ailleurs de la délégation qui s'est déplacée à Niamey pour une visite d'État consacrée à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. À l'occasion de cette visite, de ce déplacement à Niamey, le président de la transition a rencontré les Burkinabés du Niger qu'il a enjoint de participer à cette lutte. Et donc, on a comme un développement d'un président qui veut fédérer les Burkinabés où qu'ils se trouvent à la situation sécuritaire de leur pays. Je crois que c'est une bonne chose, d'autant que ce phénomène terroriste touche plusieurs pays de la sous-région, et notamment des pays côtiers. C'est une bonne chose que le président, effectivement, rencontre ses homologues de la sous-région pour discuter des questions sécuritaires. Quand bien même ces différents présidents n'ont pas la même perception de la gestion de cette question sécuritaire-là, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. Je pense que les points de vue sont très différents quant à l'approche de ces questions sécuritaires qui sont aussi hautement géopolitiques. Et le fait que le président Damiba effectivement rencontre le président du Niger, c'est une bonne chose. On espère qu'il y aura des partages d'informations, qu'il y aura des décisions qui permettent de part et d'autre des deux frontières de pouvoir se donner la main pour lutter contre ce phénomène-là. Surtout que le G5 Sahel a plus ou moins disparu depuis que le Mali a décidé de se retirer. Et cette prise
cette décision de Damiba de faire le tour de ces différents pays-là augure certainement de bons auspices. On souhaite simplement que les questions de fond soient réglées, parce que les terroristes ne connaissent pas de frontières. Ils vont, ils viennent de part et d'autre, et c'est bien justement qu'on puisse mutualiser les forces, parce que ça fait une dizaine d'années que ça dure et on n'arrive pas véritablement à trouver des solutions. Mais je voudrais dire que l'une des questions de fond que nous devons résoudre définitivement dans ce pays aussi, c'est la question des officiers supérieurs au niveau du front. Parce que le Burkina est pratiquement l'un des rares pays de ces trois pays-là, Niger, Mali, Burkina, où les officiers ne vont pratiquement pas au front. En dehors du lieutenant-colonel Zungrana Emmanuel qui est aujourd'hui arrêté, les autres sont dans les bureaux ici. Et ce qui rend difficile la tâche. Parce que l'armée, c'est comme le corps. Il y a la tête, c'est les officiers, le tronc, les sous-officiers, et puis les membres qui sont les soldats. Mais aujourd'hui, dans notre guerre, on n'a que les membres et le tronc qui vont au front. Et donc il faut que la tête s'implique si la tête ne va pas au front, on sera toujours dans les mêmes résultats. Le président Damiba va faire le tour de la sous-région, mais la question de fond reste posée. Alors, rapide clin d'œil sur le temps qu'il nous reste et rapide tour de parole. Bernard Bougma, le président Damiba doit donc également faire des sorties dans les autres pays, notamment les pays côtiers. Vous avez évoqué le cas du Togo tout à l'heure, également frappé donc par ce péril terroriste. Non, qu'il doit sortir ou pas, ça ce n'est pas les enjeux, c'est quelle réponse il donne sur les questions sécuritaires. Et justement, Goïta voyage moins. Oui, mais pratiquement pas. Mais voilà, mais il y a du résultat. C'est vrai que sur la question du terrorisme, le Mali étant vaste, j'ai toujours dit, je crains pour le Goïta, mais il faut remarquer qu'il y a des lignes ont bougé, on sent qu'il y a quelqu'un qui a une bonne volonté, qui a choisi un chemin qu'on ne peut pas, on peut ne pas partager. Mais au moins, les choses sont claires. Les choses sont claires. Voilà, donc ici, ce qu'on attend aussi, c'est même qu'il bouge ou pas, parce qu'il y a beaucoup de divergences aussi entre les pays en termes de regard et en termes d'intérêt. Après, quand vous faites la synthèse de tout ça, vous choisissez quelle meilleure formule. Je pense que la meilleure formule, c'est celle que vous-même, vous allez déposer et allez dire nous voulons aller là, nous voulons aller là. Pour Niamey, nous avons appris que c'est Niamey qui a exigé que le président soit en tenue civile, mais pas en treillis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et si c'est vrai et que le président se plie à cette exigence de Niamey, c'est-à-dire que c'est nous qui avons beaucoup plus de Niamey, que Niamey a besoin de nous. Si on est d'égal à égal, on n'a pas à poser des conditions jusqu'à la tenue de notre hôte. Ouais, rapidement la tenue. Alors rapidement, on est en fin d'émission. Juge Vara, très rapidement. Les déplacements ne sont que logiques. Mali, 1000 km de frontières terrestres en continu que nous partageons. Donc si nous ne nous mettons pas ensemble, ça sera compliqué. Niger, 628 km en continu de frontières que nous partageons. Si nous ne nous mettons pas ensemble, ça sera compliqué. Maintenant, il faut un réalisme dans les options. Peut-être que le Burkina n'est pas très positionné dans son affaire, parce que le Mali a fait son choix, le Niger a fait son choix avec les Français. Nous, on est entre les deux feux, on ne sait pas comment est-ce qu'on fonctionne. Et maintenant, ça sera la façon de négocier ces choses-là, parce qu'on a des frontières communes, plus de 1628 avec ces deux pays-là. Il faut savoir les sécuriser et c'est ensemble qu'on le fait. Ensemble qu'on le fait, on doit se donner la main pour une vraie tendance sécurité, une inversion donc de cette tendance sécuritaire. Espérons qu'on y arrivera. Fin de cette audition du tribunal de l'actualité sur Watt FM et Tru TV, avec les juges au siège que je remercie pour leurs appréciations. Merci, juge Inoussa Ouedraogo. Merci également, juge Bernard Bougma. Et merci, juge Geoffroy Vara. Merci. Merci à toute l'équipe technique de réalisation et prenez déjà rendez-vous avec nous. Demain, c'est le tribunal de l'actualité pour l'examen de nouveaux faits et événements, toujours jugés avec détachement, rigueur et sans aucune complaisance.